Confrontation Europe que je représente, think tank européen que je vais détailler dans quelques secondes. Et nous avons la chance d'accueillir et d'interroger Thomas Pellerin-Carlin, député européen Place Publique et membre du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen. Quelques petits mots sur qui je représente. Confrontation Europe, c'est un think tank, un laboratoire d'idées qui écrit des rapports, des articles, toujours en lien avec l'Union européenne et qui édite une revue trimestrielle dont le dernier numéro était consacré aux valeurs européennes. Et le prochain numéro qui sortira dans quelques semaines comprendra un article d'un certain Thomas Pellerin-Carlin sur la réindustrialisation en Europe. Justement, Thomas, tu as été élu l'année dernière donc au Parlement européen. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ta fonction et en quoi un député européen peut être utile sur le territoire ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Déjà, je suis très content d'être là avec vous ce soir. Je m'appelle Thomas Pellerin-Carlin, j'ai 35 ans. Et j'ai grandi entre La Pierrosée à Caen, Moutier-en-Cinglé, si vous connaissez, c'est pas très loin de Thury-Harcourt, et une grande partie de ma vie encore aujourd'hui, du coup, dans le magnifique village d'Éperon, qui est cher à mon cœur. Et avant de devenir des députés européens, pendant 10 ans, j'ai mené un peu 2 carrières en parallèle. Une première qui est une carrière de chercheur, spécialiste des questions énergétiques à l'échelle européenne. Et une deuxième qui est en parallèle à ça, qui était une carrière militaire, puisque j'ai été officier de réserve de l'armée de terre pendant 6 ans. Et en 2021, j'ai adhéré dans un parti politique qui s'appelle Place Publique, qui est un parti qui est coprésidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq. Et j'étais un militant qui donnait les quelques heures que j'arrivais à trouver parfois, quelques heures par mois que j'arrivais à trouver. Et en 2023, alors que notre parti politique Place Publique commence à préparer les élections européennes, il y a différentes personnes, dont Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, qui sont venus me voir pour me demander si je pouvais envisager de mettre fin à ma carrière de chercheur pour me lancer dans le grand bain politique. Ce que j'ai fait du coup il y a à peu près 1 an, jour pour jour. Donc j'ai démissionné et je me suis lancé du coup dans la campagne électorale des élections européennes. J'ai surtout fait campagne dans le Calvados et dans la Normandie, même si parfois mon expertise énergétique m'amenait parfois à Angers, parfois à Valenciennes, etc. Et j'ai été élu le 9 juin 2024 parce que 3 millions de citoyens européens, plus de 3 millions d'ailleurs, de citoyens européens qui votent en France ont choisi de voter pour notre liste. Et depuis ce moment-là, je suis député européen et s'il faut résumer mon travail en un mot, il consiste à négocier et adopter des bonnes lois. On a voté pas plus tard que ce matin. Donc ce matin, j'étais encore à Bruxelles, où on a adopté, pas plus tard que ce matin, la position du Parlement européen sur un sujet qui est essentiel, qui est l'avenir de l'industrie de la défense. Comment est-ce qu'on peut investir dans notre industrie de défense à l'échelle européenne pour être capable d'aider les Ukrainiens immédiatement et être capable, nous, de devenir indépendants, y compris en question de défense, des États-Unis. Et on a eu des négociations jusqu'à... on a commencé le vote à 10h, on a négocié jusqu'à 10h moins 1 pour essayer de trouver un compromis avec la droite polonaise qui était un petit peu réticente sur certains sujets. Donc en un mot, mon travail, en tout cas ma mission plutôt, parce que c'est pas un travail, ma mission à Bruxelles ou à Strasbourg, selon les semaines de l'année, c'est d'être capable de négocier, de voter de bonnes lois. Et ensuite, sur le lien avec le terrain, c'est déjà de faire en sorte, en fait, si on veut que les lois soient bonnes, c'est une bonne idée de savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Donc ça, c'est un élément essentiel. J'ai beaucoup cette métaphore en tête d'un arbre. Un arbre, pour être en bonne santé, il doit évidemment avoir des branches et des feuilles, mais il doit aussi avoir des racines et un tronc, évidemment, qui relie les deux. Et donc, dans cette métaphore-là, les branches et les feuilles, c'est mon travail de parlementaire à Bruxelles, à Strasbourg.
Et mes racines, elles sont ici, dans cette Normandie, et notamment dans le Calvados, que je connais particulièrement bien. Et bon, le tronc dans cette métaphore, c'est moi qui fais le lien entre la Normandie et le niveau européen. Peut-être un dernier mot, le travail aussi d'un député européen au niveau local, c'est d'informer déjà sur ce qui se passe. Donc, par exemple, il y a quelques mois, j'ai échangé avec un installateur de pompes à chaleur pour à la fois savoir comment ça se passe concrètement l'installation de pompes à chaleur, quels sont les obstacles qu'il rencontre ici dans le Calvados, mais aussi que moi je puisse l'informer des choix politiques européens à venir qui vont pouvoir orienter ces choix d'investissement, de recrutement, de formation professionnelle de ces apprentis par exemple. Et là aussi, pas plus tard que mardi midi, j'ai déjeuné avec Hervé Morin, le président de la région Normandie. Alors ça vous dit déjà aussi quelque chose sur la manière de faire la politique européenne. C'est pas une question de parti politique. Hervé Morin, il est issu de la droite républicaine pro-européenne. Moi, je suis issu de la gauche social-démocrate pro-européenne. À partir du moment où on est pro-européen, on travaille intelligemment ensemble. Et ce déjeuner-là avait l'occasion qu'on puisse échanger pour mieux comprendre comment est-ce que la Normandie pouvait tirer son épingle du jeu, si je puis dire, dans un contexte européen et mondial qui est, pour dire le moins, assez abrupt. Merci. Et pour en venir au cœur du sujet de ce soir, la transition écologique, peux-tu nous expliquer en quelques mots aussi en quoi l'Union européenne a un impact sur l'environnement et notamment en lien avec le territoire normand? Alors déjà, je pense que c'est intéressant de dézoomer, de comprendre d'où on vient. Je vais commencer par une question qui est une question un peu simple et basique, pour citer Orelsan. Pourquoi est-ce que l'Union européenne s'occupe de questions environnementales ? Déjà, c'est parce qu'il y a des problèmes. C'est parce qu'il y a des problèmes dans l'impact des activités humaines sur l'environnement. Ces problèmes-là, ils sont connus depuis des décennies, voire des siècles. Une des premières actions européennes en faveur de l'écologie, c'est dans les années 70, et ça, c'est lié à la biodiversité. On sait depuis des décennies que nos activités humaines, notamment la destruction des espaces naturels, fait qu'il y a de plus en plus d'espèces animales et végétales qui disparaissent. À tel point qu'aujourd'hui, il n'y avait plus trop de débats, mais en tout cas il y a encore 10 ans, il y avait un débat pour savoir si on était en train de vivre la 6e extinction de masse des espèces de l'histoire de la planète Terre, qui est une histoire de quelques milliards d'années. Maintenant il n'y a presque plus de débat, vraiment dans le milieu scientifique. On a dit est-ce que c'est le début de l'extinction ou est-ce qu'on est au milieu de l'extinction, on ne sait pas trop. Une de ces périodes d'extinction, c'est la disparition des dinosaures. Donc on est dans cette question-là. Une manière très concrète pour l'Union européenne d'agir sur ça, c'est la directive dite Habitat, qui vise en fait à protéger les habitats des espèces animales et végétales. Et beaucoup d'éléments qu'on a et qu'on connaît, de la protection par exemple des parcs nationaux, etc., sont en fait issus de cette politique européenne qui cherche à préserver et à restaurer la biodiversité autant que possible. Il y a aussi l'enjeu climatique. Là, pareil, les connaissances scientifiques sur les questions climatiques, elles sont extrêmement anciennes. Le changement climatique, à la base, c'est de la chimie, fondamentalement. Et juste pour vous... je continue à donner cours parfois, donc parfois je peux prendre 1 heure pour faire juste l'histoire des sciences du climat, mais pour résumer ça en 2 minutes, un des premiers scientifiques qui comprend ce qu'on va aujourd'hui appeler l'effet de serre, c'est-à-dire le fait que si on émet du dioxyde de carbone, du CO2, il va y avoir un réchauffement de la planète. C'est un Français, c'est un chimiste, qui s'appelle Joseph Fourier, et il publie son livre au début du XIXe siècle. Joseph Fourier, pour le remettre dans l'histoire de France, c'est un des scientifiques qui accompagne Napoléon en Égypte. Donc c'est pour vous dire que c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Et on connaît dans le détail, de manière très chiffrée, le lien entre les émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre par les humains et les impacts du dérèglement climatique. On les connaît de manière en fait très fine depuis les années 50-60. L'Union européenne, elle a mis un peu de temps à se saisir de ça. Elle a d'abord fait en disant il faut qu'on ait un consensus scientifique mondial sur ça.
Et l'Union européenne a notamment défendu et permis la création de ce qu'on appelle le GIEC. Le GIEC, c'est le groupement international des experts sur le climat. C'est en fait littéralement des milliers de chercheurs qui travaillent bénévolement pour les Nations Unies, de manière à faire un état de l'art, c'est-à-dire en fait une synthèse de toutes nos connaissances scientifiques. Et ça a été créé au début des années 90. L'Union européenne, elle a été aussi moteur pour un grand sommet dans l'histoire de la lutte internationale, de l'action internationale pour le climat, qui est le sommet de Rio, qui a eu lieu en 1992, à l'époque où moi j'avais 2 ans et demi. La personne qui allait représenter l'Union européenne au sommet de Rio, c'était pas un vague commissaire en charge de l'environnement, c'était le président de la Commission européenne à l'époque, par ailleurs français et social-démocrate, Jacques Delors, qui allait lui-même en 1992 au sommet de Rio prononcer un discours qu'on peut relire aujourd'hui. Et il n'est pas venu les mains vides puisqu'il avait aussi une proposition de taxe carbone européenne dès 1992 pour dire que en faisant payer plus cher la pollution, on pourra commencer à prendre un virage pour protéger l'environnement. Proposition de taxe carbone européenne qui a été tuée dès 1992 et 1993 avec à la manœuvre le gouvernement français de l'époque, puisque rien de tel qu'un Français pour saboter ce qu'un autre Français veut faire. Concrètement, les impacts du dérèglement climatique, on les voit déjà en fait en Normandie. Là, on a déjà pris en termes de dérèglement climatique. Donc la température mondiale a déjà augmenté de à peu près 1,2 degré en moyenne sur 10 ans. Pour nous en Normandie, je vais poser cette forme de question. Est-ce que vous pensez que la Normandie se réchauffe plus vite ou moins vite que le reste du monde? Qui pense que c'est plus vite que le reste du monde? Vous êtes une dizaine de la main. Qui pense que c'est moins vite que le reste du monde? Est-ce que c'est revenu? Parfait. La Normandie, comme la France métropolitaine, se réchauffe à peu près 2 fois plus vite que le reste du monde. Donc on a un peu cette image que moi j'avais avant de lire des ouvrages de la littérature scientifique, cette image que, pardonnez-moi l'expression familière, mais en gros le dérèglement climatique c'est un truc pour les Africains, quoi. C'est aussi quelque chose pour eux, bien sûr, mais en termes d'augmentation des températures, le Mali se réchauffe beaucoup moins vite que la France. En première approche, plus vous êtes près du pôle Nord, plus vous allez vous réchauffer vite, plus vous êtes près de l'équateur, moins vous allez vous réchauffer vite. Et donc du coup, on a ces impacts-là et ce dérèglement extrêmement important. Alors, un des effets les plus connus, c'est la montée du niveau de la mer. La mer, d'ailleurs, monte beaucoup plus vite que ce que ne croyaient les scientifiques. Les scientifiques ont sous-estimé la hausse du niveau de la mer qu'on voit aujourd'hui. Et ça, on le voit partout en Normandie. On a un village en Haute-Normandie où la situation est tellement critique qu'ils ont dû partir. Ils sont en train de déménager le village. Et on le voit ici sur la côte. Je pense par exemple à Bernières-sur-Mer, parce que j'échange régulièrement avec le maire de Bernières-sur-Mer, Thomas Dupont-Fédérici, où il voit la côte qui disparaît petit à petit. Et donc du coup, par exemple, on commence à avoir en Normandie, ce qu'il y a déjà aux États-Unis, des assurances qui refusent d'assurer. Donc ça, c'est un des premiers impacts. Pour rester sur la question de l'eau, oui, une manière de comprendre le dérèglement climatique, c'est de dire que c'est un dérèglement du cycle de l'eau. Le dérèglement climatique, c'est à la fois moins d'eau qu'on en a besoin, donc plus de sécheresse, et encore plus d'eau qu'on en a déjà trop, c'est-à-dire des inondations. Côté sécheresse, pareil, les Orsins, les gens qui ne sont pas normands, ont souvent l'idée qu'en Normandie, il pleut tout le temps, enfin, ouais, vous connaissez ça. La Normandie est victime de sécheresse. Simple illustration de ça, si vous allez sur le site internet de Ouest France, il y a désormais une rubrique sécheresse. C'est-à-dire que les sécheresses dans l'ouest de la France, y compris en Normandie, sont devenues tellement banales qu'il y a une rubrique dédiée à ça sur le site de Ouest France. On a eu des très très grosses sécheresses aux étés 2021-2022, notamment dans le bocage virois. Du côté de Vire, il y a en fait très peu de nappes phréatiques. Et donc du coup, l'eau que peuvent utiliser par exemple nos agriculteurs, c'est vraiment l'eau qui vient soit de la pluie, soit de la rivière. Mais il y a très peu de stock d'eau, pour simplifier. J'ai échangé avec un éleveur laitier de Saint-Jean-de-Blanc à côté de Vire, et il me disait qu'en réalité, si jamais la sécheresse avait duré 5 jours de plus, ils auraient dû
déménager tout le bétail. Vous imaginez le truc. Comment est-ce que vous déménagez des centaines et des centaines de vaches parce qu'il n'y a plus d'eau pour qu'elles puissent juste boire. Et ça, on est passé très très près de ça en 2022, mais on ne va pas se mentir. Ça va arriver. C'est juste une question de temps, puisque le dérèglement climatique continue de s'aggraver, puisqu'on continue de l'aggraver. Sur les inondations, en fait, à peu près, là on est vraiment dans la période. Avril-mai, c'est la période des inondations. Il y a 1 an jour pour jour, quasiment, c'était fin avril. Lisieux, enfin pas Lisieux même, mais autour de Lisieux, on a eu de très très fortes inondations avec des dizaines de gens qui ont été impactés, qui ont perdu beaucoup de leurs biens. Et en 2013, si vous vous souvenez, c'était en juillet 2013, on a eu un phénomène à Caen de pluie extrêmement violente. On a même eu de la grêle, des gros grêlons qui sont arrivés à ce moment-là. Et on a eu 60 cm à 1 mètre d'eau dans le centre-ville de Caen. Et j'ai échangé avec un climatologue sur ça. Il me disait « Ah oui, c'est un phénomène de pluie tropicale ». Pluie en Normandie, je vois, le côté tropical, moins. Et il me disait « c'est normal, c'est le dérèglement climatique ». Et donc du coup, on a aussi ce phénomène où il y a énormément d'eau qui tombe en très très peu de temps. Et on a un problème d'inondation qui est devenu récurrent à Caen. Heureusement, il y a eu des travaux d'aménagement qui ont pu limiter la casse. Et peut-être le dernier volet, c'est un impact sur la santé des êtres humains, notamment avec les canicules. Les canicules sont de plus en plus graves. Moi, je me souviens, comme beaucoup ici, je pense, de la grande canicule de 2003. Où on a eu des dizaines de milliers de morts en France, dont mon grand-père qui est mort à l'été 2003 aussi. Et ces canicules-là, elles sont aggravées par le dérèglement climatique et elles sont particulièrement dures pour les gens qui vivent loin de la nature. S'il y a un quartier à Caen qui est particulièrement frappé par les canicules, c'est la Pierrezée. Pas parce qu'il fait plus chaud à la Pierrezée qu'au chemin vert. Juste parce qu'à la Pierrezée, il y a beaucoup de béton et pas beaucoup d'arbres. Or, si vous êtes déjà baladé dans la forêt de Grimbaud durant une canicule, vous savez que la proximité avec la nature, ça rafraîchit très directement. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que l'Union européenne a commencé à saisir de la question climatique à partir des années 90 et a commencé vraiment à agir avec ambition à partir des années 2000, même si là on voit des retours en arrière, mais on en parlera plus tard. Oui, alors tu as parlé d'urbanisme, de santé, de protection de l'eau. Ça fait beaucoup de sujets qui ont un trait avec l'environnement, avec la lutte contre le réchauffement climatique. Comment fait-on au Parlement européen pour traiter de ces différents sujets où on a plus ou moins de compétences dans cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que parfois il y a des sujets qui se confrontent les uns aux autres? Comment on arrive à des compromis? On ne va pas se mentir, il y a une grande partie des forces politiques au sein du Parlement européen qui n'ont rien à faire de l'environnement. Ils s'en tamponnent, fondamentalement. Donc la manière dont on réussit à faire la politique de protection de l'environnement, c'est en l'associant à d'autres sujets. Dans le discours scientifique, on parle de co-bénéfice. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est de dire, on passera à cette diapo-là plus tard, je sais pas, ça va perturber les gens sinon. C'est de dire, ok, ce truc-là, c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour l'économie. Vous avez envie d'avoir une prospérité économique, donc il faut faire des choses. Par ailleurs, oui, effectivement, c'est bon pour l'environnement. Ça, typiquement, c'est un message qui va beaucoup parler à une partie des gens de centre droit ou de droite au niveau européen. Il y a aussi un autre élément qui peut être mis en avant, qui est de dire, en fait, pour nous, Européens, vu qu'on n'a pas de pétrole, se débarrasser du pétrole, c'est aussi une manière de renforcer notre sécurité, notamment notre sécurité énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui peut parler aussi à d'autres forces politiques, mais aussi à certaines nationalités. Juste pour être très clair, au Parlement européen, dans quasiment tous les groupes politiques, vous avez des gens qui veulent de l'action environnementale. Il y a probablement une vingtaine de députés de la droite européenne qui sont vraiment convaincus qu'il faut agir pour l'environnement. Mais ils ne sont qu'une vingtaine à être convaincus de ça. Alors leurs 160 collègues de droite qui ne sont pas convaincus de ça, faut bien chercher à les convaincre. Soit par le volet sécurité, soit par le volet économique. Alors peut-être pour expliquer pourquoi est-ce que
c'est pas simplement un travail, si je puis dire, de communication, mais c'est quelque chose qui est fondé sur les faits. Nous, Européens, on a un système énergétique qui est en fait hyper étrange. Les 2/3 de notre énergie en Europe, et en France aussi, hein, je vais refaire autrement, je vais vous poser la petite question. À votre avis, c'est quoi la source d'énergie la plus importante en France? Est-ce que c'est le charbon, le gaz, le pétrole, le nucléaire ou les renouvelables? C'est ça les 5 options. Alors, j'entends beaucoup de gens qui disent nucléaire. Levez le bras si vous pensez nucléaire. On est sur une bonne majorité de la salle. Les autres, vous pensez à quoi? Qui pense que c'est le pétrole? Ok. Qui pense que c'est le gaz? Ok. Les renouvelables? Ok. Très bien. C'est intéressant, il y a une confusion très courante dans le milieu politique entre énergie et électricité. C'était par exemple une des confusions partagées par Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy dans le débat du second tour des présidentielles de 2007. Si vous avez répondu nucléaire, il y a des chances que vous pensiez en fait à l'électricité. Et c'est vrai qu'en France, à peu près les 3/4 de notre électricité vient du nucléaire. Mais quand on regarde, qui ici a une voiture qui roule au nucléaire? Ah, électricité, un petit peu, effectivement. Pour l'instant, des objets qui roulent avec directement un réacteur nucléaire à l'intérieur, moi j'en connais 5 en France. C'est les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà. Effectivement, par contre, si vous avez une voiture électrique, vous roulez à l'électricité. Il y a effectivement une partie de ces électrons-là qui sont issus du nucléaire. En fait, 1/3 de l'énergie qu'on consomme en France, rien que ça, c'est le transport. Et c'est quasiment que du pétrole. Le pétrole, on l'utilisait aussi beaucoup en Normandie pour le chauffage, notamment dans le milieu rural. Mon père qui vit dans la campagne, dans la Manche, il se chauffe au fioul. Mais ce bébé a raison de ne pas être content du fait qu'on utilise encore du pétrole pour se chauffer. C'est effectivement pas une très bonne idée. Donc, en premier, en France, c'est le pétrole. En deuxième, c'est le gaz. Et en troisième, c'est les renouvelables, devant le nucléaire. Donc là, je parle de ce qu'on appelle techniquement de l'énergie finale consommée, c'est l'énergie qu'on met dans les machines. Voilà. Donc les 2/3 de l'énergie qu'on consomme en France comme en Europe, c'est du pétrole et du gaz. Or, on n'en a pas chez nous. Ça ne vous aura pas échappé qu'en Normandie, on n'a pas de pétrole et on n'a pas de gaz non plus. Et vu qu'on n'a pas le contrôle sur cette ressource et qu'elle est centrale dans notre système énergétique, donc dans notre économie, on vit régulièrement des grands chocs de prix. C'est le premier choc pétrolier qu'on a connu en 1973, qui a complètement cassé la croissance économique du pays, qui a été suivi d'un deuxième choc pétrolier en 1979, provoqué par la guerre entre l'Iran et l'Irak, au moment où Saddam Hussein essaye d'envahir l'Iran. On a eu un troisième choc pétrolier en 2008, dont on n'a pas trop parlé parce que c'était au même moment que la crise des subprimes et la crise de la dette grecque. Mais à ce moment-là, le prix du baril, il atteint 130, 140 $. Et du coup, c'est un des éléments qui casse complètement notre économie. Et on vit depuis 2021 ce qui, me semble-t-il, est le premier choc gazier de notre histoire, puisque Vladimir Poutine a choisi de nous couper le gaz, en partie, à partir de l'été 2021. J'insiste sur ça parce que c'est avant sa tentative d'invasion de l'Ukraine, l'été 2021. La tentative d'invasion de l'Ukraine, c'est février 2022. Et donc ces chocs-là, c'est vraiment des chocs économiques qui déstabilisent notre économie. Et on l'a vécu là encore avec toute cette inflation qu'on connaît depuis 2021, 2022, 2023, qui est principalement liée à ce choc gazier provoqué par Vladimir Poutine. Et après, il y a le volet sécuritaire. Pour le dire en 2 chiffres, la Russie nous a déclaré la guerre. Un des outils qu'ils utilisent pour mener cette guerre-là, c'est l'outil militaire qu'ils utilisent en Ukraine. Le budget de l'armée russe en guerre, c'est 140 milliards. 140. Les revenus pétrogaziers de la Russie, c'est 250. Donc, la guerre en Ukraine, c'est une guerre des hydrocarbures au sens où elle est financée par les revenus pétroliers et gaziers. Si on vivait dans un monde alternatif,
où les hommes politiques des années 60 écoutent les scientifiques, agissent réellement pour l'environnement et pour le climat. Poutine ne pourrait pas envahir l'Ukraine. Pas parce qu'il n'en a pas envie, juste parce que le pétrole et le gaz seraient devenus tellement non pertinents économiquement qu'il n'aurait pas les moyens financiers de faire sa guerre. Et donc vous voyez, il y a un enjeu économique pour nous Européens. Aujourd'hui, on dépense 1 milliard d'euros par jour pour acheter du pétrole et du gaz à l'étranger. 1 milliard d'euros par jour. Donc évidemment, si on pouvait utiliser ce milliard d'euros par jour pour faire autre chose, il y aurait 2-3 bonnes idées. Et il y a ce volet sécuritaire. Ce 1 milliard d'euros par jour, il va dans la poche de qui ? À ailleurs, je ne sais pas, s'il allait dans la poche d'autres démocraties européennes, pourquoi pas ? Je veux dire, si jamais ça allait en Suisse, bon, voilà, c'est pas si grave. Mais ça va à la Russie de Poutine, qui nous fait la guerre, à la dictature d'Azerbaïdjan, qui considère que les Arméniens n'ont pas le droit de vivre en Arménie, à la République islamique d'Iran, qui finance le terrorisme international, notamment le Hamas en Palestine et le Hezbollah au Liban. Le Qatar, qui finance un petit peu le football parisien et beaucoup la corruption de nos élus politiques en France comme à l'échelle européenne. Et l'Arabie saoudite, qui, selon les services secrets français, investit 8 milliards d'euros par an dans la radicalisation de l'islam, notamment en Afrique. Le wahhabisme, et il y a un lien direct entre, pour le dire comme ça, ils financent une sorte d'Erasmus djihadiste qui fait qu'ils prennent des gens très jeunes et très intelligents en Afrique de l'Ouest pour les faire venir en Arabie Saoudite, les éduquer à la manière saoudienne, et après, une partie de ces personnes-là, revenues chez eux, deviennent des leaders djihadistes. Bon, ça, voilà. On finance tout ça en achetant du pétrole et du gaz. Et donc du coup, on se trouve dans une situation où il y a une sorte d'heureux hasard. C'est-à-dire ce qu'il faut qu'on fasse pour l'environnement, la rénovation des bâtiments, le passage à la voiture électrique, la production d'énergie renouvelable, c'est aussi des choses qui sont bonnes pour notre économie, puisque ça va nous permettre de dépenser moins que 1 milliard d'euros par jour. Et c'est aussi très très bon pour notre sécurité, parce que ça va affaiblir les revenus économiques de nos ennemis. Donc tu as présenté un panorama assez conflictuel, beaucoup de défis. Quelles sont les pistes de solutions concrètes de l'Union européenne pour se sortir de cette situation ? Est-ce qu'elle en a des pistes ? Il y a 3 grands leviers sur lesquels qu'on peut activer pour faire une bascule, notamment sur le secteur de l'énergie qui est crucial. 3 mots, sobriété, efficacité, renouvelable. Alors la sobriété, c'est quoi ? La sobriété, c'est déjà un concept scientifique. Il a été défini dans le rapport du GIEC, donc les experts internationaux sur le climat. La sobriété, c'est assez simple. Je suis chercheur, donc je connais par cœur la définition de la sobriété dans le rapport du GIEC. C'est de dire, c'est un ensemble de politiques publiques, de choix de société et de choix individuels et de comportements qui permettent à chacune et à chacun d'entre nous de vivre bien, tout en limitant la quantité de terre, la quantité d'eau, de matière et d'énergie dont on a besoin. Je dis ça déjà parce qu'il y a eu tout un discours contre la sobriété en disant la sobriété c'est la pauvreté. Non, puisque dans la définition de la sobriété, il y a bien vivre. Donc déjà la sobriété par définition même n'est atteinte que lorsque chacune et chacun d'entre nous peut bien vivre. Pour vous donner un exemple très concret, il y a une militante de Place Publique, mon parti politique à Strasbourg, qui est une mère célibataire. Elle a un enfant de 5 ans et demi. Elle vit dans une passoire thermique parce qu'elle n'a pas les moyens en fait, de louer autre chose à Strasbourg. Et elle doit régulièrement expliquer à son fils de 5 ans et demi pourquoi est-ce qu'il a froid dans sa chambre quand il se lève le matin. C'est ça aussi les conséquences de la dépense aux énergies fossiles. C'est qu'on a des millions de Françaises et de Français qui sont exclus d'un système énergétique et de quelque chose d'aussi basique que le fait de pouvoir se lever et qu'il ne fasse pas 12 degrés dans la chambre de son enfant. Je ne parle même pas des conséquences que ça a sur la santé des enfants, mais évidemment, quand vous grandissez dans un endroit qui est froid et humide, il y a des maladies respiratoires qui se développent, maladies respiratoires qui demandent
parfois dans les cas les plus graves une hospitalisation, et même si on ne va pas jusqu'à l'hospitalisation, l'enfant ne peut pas aller à l'école. Et Dieu sait que les enfants de nos classes populaires ont besoin de pouvoir aller à l'école pour être libres, fondamentalement. Donc la sobriété, déjà, c'est pas la pauvreté, c'est le bien-être. Mais surtout, dans l'idée de sobriété, il y a l'idée aussi de ne pas tomber dans l'autre extrême, qui est l'excès. L'inverse de la sobriété, c'est l'ivresse. Alors c'est quoi l'ivresse énergétique? On a eu un exemple avec cette chanteuse, je crois, américaine, qui s'appelle Katy Perry, qui, au-delà d'elle, parce qu'on parle d'elle, mais en fait ils sont déjà des centaines de milliardaires américains à avoir décidé qu'ils étaient prêts à cramer 500 tonnes de CO2. 500 tonnes de CO2, enfin, je veux dire, dans un monde où on respecterait l'environnement, 500 tonnes de CO2, c'est 250 années de vie d'une personne humaine. Hein. Voilà. Donc elle a cramé 250 années d'émissions d'un être humain pour passer 11 minutes dans un truc que techniquement c'est l'espace, parce que l'espace, à partir de 100 km, ils sont allés à 101 km. Quoi. C'est un peu l'équivalent de si on cramait 500 tonnes de CO2 pour aller se baigner dans la mer, et en fait on trempe juste le doigt de pied avant d'en sortir très très vite. Ça, clairement, c'est pas une société de sobriété. C'est une société d'excès complet, et c'est la société dans laquelle on vit. Les gens qu'il faut rendre sobres, c'est les gens qui polluent énormément. Les gens qui polluent énormément, c'est des gens qui sont ultra riches. Et quand je dis ultra riche, c'est pas je suis radiologue, j'ai une résidence principale au Calvaire-Saint-Pierre et j'ai une résidence secondaire à Courseulles. Hein. On est sur des gens qui sont... dans le temps, on disait milliardaires, mais maintenant, il faut dire même centimilliardaires. C'est les gens qui ont plus de 100 milliards, puisqu'on doit inventer des nouveaux mots pour décrire la réalité dans laquelle on vit. Cet enjeu-là de la sobriété, on ne va pas se mentir, il n'est pas abordé au niveau européen. L'idéologie dominante au niveau européen, c'est liberté d'entreprendre, les riches ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, le tourisme spatial c'est très bien, etc., etc. Le seul endroit où moi je réussis à faire progresser l'idée de sobriété sans le dire, c'est sur une proposition sur laquelle on pourra revenir, hein, de leasing social pour la petite voiture électrique. En un mot, c'est comment est-ce qu'on rend la voiture électrique accessible pour les gens qui en ont vraiment besoin. Des gens qui sont par exemple des auxiliaires de vie, des aides à domicile, qui vivent à Falaise, à Vire ou même à Caen, et qui vont avoir besoin de leur voiture pour faire 20 km pour aller voir leur premier client, puis 40 km pour aller voir quelqu'un d'autre, etc. etc. Pour les classes populaires, les gens qui gagnent entre 0 et 2000 euros par mois, classes populaires et les petites classes moyennes, acheter une voiture neuve, c'est pas possible. Pas d'ailleurs parce que c'est électrique, juste parce que toutes les voitures neuves sont devenues toutes très chères. Là, l'idée, c'est de dire on va créer un système de subvention européenne en s'appuyant sur un prototype de système français qui avait existé juste au mois de janvier 2024 pour que la voiture électrique puisse être accessible contre un loyer modéré de 50 euros par mois à 150 euros par mois selon ce qu'on veut. Pour le dire en un mot, hein, on connaît les HLM. Le moment où on s'est dit il faut une action de l'État pour avoir des habitats à loyer modéré. Là, c'est un peu la même logique, mais appliquée à l'automobile pour avoir des ALM, des automobiles à loyer modéré. Après, ces automobiles-là, vu qu'on les subventionne, on peut mettre des petits critères. Il y a des critères de production européenne, bien évidemment, mais aussi des critères de sobriété pour dire c'est pour des petits véhicules. Hein. C'est pour des véhicules qui pèsent entre 900 et 1300 kg pour une voiture électrique. Et donc ça permet de faire de la sobriété. Mais moi, au niveau du Parlement européen, je dois faire de la sobriété sans le dire. Parce que si je le dis, j'ai une levée de bouclier d'une majorité du Parlement européen contre moi. Je vais être plus rapide sur l'efficacité des renouvelables parce que c'est plus connu. Sur l'efficacité, c'est très simple. Hein. Un des exemples, c'est la rénovation des bâtiments. Moi, je vais vous donner des exemples de 2 écoles élémentaires. L'école élémentaire de Biéville-Beuville et l'école élémentaire Léopold Sédar Senghor dans le quartier La Pierrezée à Caen, qui est l'école où j'étais quand moi j'étais pio. À Caen, l'école élémentaire Léopold Sédar Senghor, c'est là où j'ai tracté pour la première fois de ma vie en tant que candidat aux élections européennes d'ailleurs. Et je parlais avec une parent d'élève qui m'expliquait qu'en hiver, ses enfants devaient garder un manteau dans la classe de l'école parce que l'école est mal isolée et mal chauffée. On ne peut pas faire mieux dans la France de 2025 que ça. L'école, c'est un bâtiment public, ça dépend de la mairie. La mairie de Caen a, pour l'instant, choisi de ne pas rénover cette école, à ma connaissance, à moins qu'ils aient pris une bonne décision récemment.
On remonte quelques kilomètres au nord, on arrive à Biéville-Beuville. Et à Biéville, j'ai vu des écoles, j'en ai vu plein. C'est un de mes trucs, la rénovation des écoles, c'est un de mes dadas. L'école de Biéville-Beuville, qui a été rénovée il y a 2 ans, je crois, c'est la plus belle école que j'ai vue de ma vie. Pour l'instant, il y a peut-être une meilleure école en Europe, genre en Suède, peut-être, ça doit exister. Mais moi, c'est vraiment la plus belle que j'ai vue. La mairie a bien fait son boulot. Il y a eu un vrai choix d'investissement. Et l'école, elle est très bien. Le confort d'hiver, il est top. Le confort d'été aussi, parce qu'il y a aussi des canicules à Biéville comme à la Pierrezée. Il est aussi très bien pensé. Il y a des endroits avec des ombrages. Il y a un peu de nature aussi dans la cour de récréation qui permet, entre autres, de protéger nos enfants des canicules qu'on commence à avoir de plus en plus au mois de juin et au mois de septembre, quand les écoles sont encore ouvertes. Et donc moi là-dessus, mon projet il est assez basique, c'est de faire de l'école de Biéville la norme en Europe. Que dans 5-10 ans, on puisse avoir que ça, que des écoles où nos enfants n'ont pas froid dans les salles de classe et où nos enfants ne seront pas accablés de chaleur dans la cour de récré parce qu'on aura autre chose à leur proposer que simplement du béton. Dernier point, les énergies renouvelables. Il faut les produire, les transporter, les utiliser. Les produire, et je vais défendre une source d'énergie dans laquelle je crois, même si elle n'est pas très populaire en France, c'est l'éolien. Si on veut être sérieux sur la question énergétique, sur la question industrielle et sur la question écologique, il nous faut produire plus d'énergie éolienne. En mer, oui, sur terre aussi. On n'y coupera pas. Et il faut vraiment sortir du discours mensonger qui est porté par l'extrême droite, par le lobby du diesel et par d'autres acteurs contre l'éolien. L'éolien, on en produit notamment en Normandie. Il y a un grand parc éolien en mer qui est en train dont la construction devrait commencer là en novembre au large du Courseul. Les pales de ces éoliennes, donc c'est les éléments qui tournent de l'éolienne, sont fabriqués sur le port de Cherbourg. Moi j'y étais en avril-mai avec le maire de Cherbourg pour voir ça de mes propres yeux. Et là, on voit vraiment ce qu'est la puissance écologique et industrielle. C'est une pale d'éolienne en mer, c'est une pale de 107 mètres de long. Et c'est fabriqué sur le port de Cherbourg par des travailleurs normands. Ma mère est dans la salle, elle a notamment suivi un apprenti qui a été formé même 2 d'ailleurs, je crois, qui ont été formés là-bas à Cherbourg. Ensuite, cette énergie-là, il faut les transporter. Une source d'énergie qu'on a besoin de transporter, c'est la chaleur. À Villers-Bocage, il y a la maire de Villers-Bocage, bon, elle est sans étiquette, mais en parlant avec elle, je pense qu'on ne vote pas pour les mêmes acteurs. Elle n'a pas dû voter pour moi aux européennes, je pense, sauf surprise. Néanmoins, la maire de Villers-Bocage, elle a un très très beau projet de réseau de chaleur dans la ville. Parce qu'elle a vu les prix du gaz augmenter, prix du pétrole aussi, et elle s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas des sources d'énergie qui sont moins chères à Villers-Bocage? Alors, comme son nom l'indique, dans le bocage, il y a des... On peut tout à fait chauffer le gymnase de Villers-Bocage et les autres bâtiments publics avec de la biomasse. Et une bonne manière de le faire, c'est d'installer un réseau de chaleur. Et le gouvernement français de l'époque, en 2022, lui dit « Oui, on met plein d'argent pour le réseau de chaleur, allez-y, allez-y ». Elle lance le projet. Et quand elle arrive avec le projet au niveau du gouvernement, alors c'est un autre gouvernement qui a échangé à ce moment-là, puis ils font « Ah non, mais il n'y a plus d'argent là dans le fond vert, on arrête tout de suite ». Et ça, c'est la catastrophe. Et il y a eu clairement une trahison de la parole de l'État sur ça. Et un des éléments que nous on porte, c'est d'avoir une programmation pluriannuelle des investissements pour le climat. C'est très long à dire. En fait, l'idée est hyper simple. Aujourd'hui, la maire de Villers-Bocage, elle connaît le montant du fonds vert jusqu'en décembre. Elle ne connaît même pas le montant du fonds vert à partir du mois de janvier 2026. Alors qu'un projet comme un réseau de chaleur, ça se pense sur des années pour faire les études, les travaux, etc., etc. Donc il y a besoin que l'État français soit à la hauteur là-dessus et l'Union européenne peut aider. Dernier point, c'est d'utiliser ces énergies renouvelables. Vous avez tous comme moi entendu que ces énergies renouvelables étaient intermittentes, qu'elles produisaient de l'électricité qu'à un certain moment et pas d'autres. C'est vrai. En réalité, pour la France, ce n'est pas un problème, véritablement. Mais en tout cas, s'il y a un secteur où on peut utiliser des énergies qui ne produisent pas tout le temps, c'est quand on peut stocker cette énergie. Cette énergie, on la stocke très bien dans des batteries. Et s'il y a un secteur où on a besoin de batteries, c'est pour le transport. Une voiture électrique ou un camion électrique, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être chargé 24 heures sur 24. Ça a besoin d'être chargé à un certain moment. Et on peut tout à fait le faire au moment où il y a beaucoup d'éoliennes, beaucoup d'énergie solaire, ou beaucoup d'électricité produite par ailleurs et qu'on ne consomme pas. Et j'étais... c'était quand c'était... J'ai oublié, c'était il y a quelques jours, à Blainville-sur-Orne,
je suis bête, c'était mardi en fait, c'était avant-hier, à Blainville-sur-Orne pour visiter l'usine Renault Trucks, qui est un des leaders européens de la fabrication de camions électriques. Et ils ont une ligne d'assemblage où ils fabriquent à la fois des camions électriques et des camions à pétrole, et une autre ligne qu'on a pu visiter où ils vont installer les batteries. Et ça fait partie aussi de la solution. Et notamment nous en Normandie, avec Renault Trucks à Blainville qui produit des camions électriques. En Seine-Maritime, à Cléon, à côté de Rouen, on a une usine d'assemblage de bus électriques, notamment pour la ville de Rouen. Et il y a aussi sur ce même site le site de Renault pour la fabrication des moteurs électriques, parce qu'on a vraiment notre épingle du jeu à tirer en Normandie sur cette bascule vers la mobilité électrique. On l'a vu dans tes différentes interventions, pour toi c'est important de parler à des personnes, peu importe le parti politique, pouvoir coopérer ensemble vers un objectif commun. C'est quelque chose auquel on n'est peut-être pas suffisamment habitué sur la scène nationale, mais au Parlement européen c'est un peu plus dans son ADN. Est-ce que c'est toujours aussi vrai depuis les dernières élections européennes ? Alors ça a un peu changé, là si on peut mettre du coup la diapo. Donc, est-ce que vous pouvez lever le bras si vous avez voté le 9 juin 2024 aux élections européennes, si vous vous en souvenez ? À peu près tout le monde. Vous n'êtes pas représentatif de la population française, mais représentatif des gens qui vont venir à ce type d'événement. Donc vous avez voté, mais on a été des dizaines de millions à voter en France et même des centaines de millions à voter au niveau européen. Et à la fin, le résultat, c'est ça. Ça, c'est le Parlement européen qui représente du coup la diversité politique des différentes familles politiques européennes. Donc moi, je me situe dans ce groupe-là, les SED, donc les sociodémocrates. On est 136, et c'est là où il y a notamment les députés européens de place publique menés par Raphaël Glucksmann, mais aussi nos camarades du Parti socialiste français. Et on siège avec d'autres sociodémocrates européens, les Allemands, les Italiens, les Estoniens, les Finlandais, etc. Il y a en 2017-2019, donc il y a un petit peu moins de 10 ans, vous vous souvenez qu'il y a eu ce grand mouvement des jeunes pour le climat, qu'on commençait à faire la grève de l'école le vendredi, à manifester. Ça a été symbolisé au niveau mondial par Greta Thunberg et en France par une activiste comme Camille Etienne. Et ce mouvement-là, européen, il a été très important. Et le Parlement européen n'était pas très différent à l'époque. Mais il y avait vraiment une idée que, ok, les jeunes veulent de l'action environnementale, on va le faire. Il y a une famille politique qui voulait absolument le faire parce que ça rentrait pleinement dans leur logiciel, c'est évidemment les Verts, qui portent le combat écologique au Parlement européen depuis qu'ils y sont entrés, donc je pense que c'est les années 80 quand ils y sont rentrés. Mais évidemment, ils sont qu'une cinquantaine. Alors, avant, ils étaient un peu plus nombreux, mais ils étaient 70, quoi. Ça n'a pas changé énormément. Donc évidemment, ils étaient convaincus de ça. Les sociodémocrates ont été aussi très rapidement convaincus de ça, et d'ailleurs c'est un social-démocrate néerlandais qui a porté ce combat-là au niveau européen de 2019 à 2023, Frans Timmermans, et allié avec des libéraux. Donc là, c'est ceux que vous voyez en bleu très clair, ça s'appelle Renew Europe, où vous avez on va dire un spectre entre des gens qui sont vraiment convaincus qu'il faut agir pour le climat, comme Pascal Canfin par exemple, qui est un député proche d'Emmanuel Macron, et des gens qui sont plutôt indifférents à la question climatique, mais ils ne sont pas non plus pour détruire l'environnement, comme les libéraux allemands. Et il y avait le PPE, donc ce parti de droite européen là, qui est au centre droit. Ils sont 188 aujourd'hui, et ils sont déjà en fait depuis 20 ans à la tête de l'Europe. La dernière fois qu'on a eu un social-démocrate à la tête de la Commission européenne, c'était Jacques Delors qui... comme les plus anciens s'en souviennent, a démissionné de son poste en 1994. Donc la dernière fois qu'il y a eu un mec de gauche à la tête de l'Union européenne, moi j'avais 4 ans et demi. Donc c'était il y a quand même un paquet de temps. Depuis, c'est quasiment toujours le PPE qui a tout contrôlé. En tout cas, qui présidait la Commission européenne. Et dans le PPE, il y a 6, 7, 8 ans, il y avait quand même l'idée qu'il fallait agir pour le climat, qu'il fallait répondre à l'appel de cette jeunesse-là. Et le PPE a commencé à changer d'avis en 2023, donc en fait juste avant les élections européennes. Si vous vous souvenez, c'est le moment où on nous a beaucoup parlé de la crise des agriculteurs, etc., etc. Et où il y a eu une vraie revendication légitime des paysans de dire on veut être bien rémunéré pour notre travail. Et ça s'est transformé, une fois que c'est passé à la monnayette des lobbies, en non mais en fait il faut détruire l'environnement, de manière à aider les agriculteurs, ce qui ne les aide pas.
Et il y a eu ce changement de point de vue de la droite européenne. Aujourd'hui, peut-être pour résumer les années, il y a eu 2017-2019 vraiment une poussée pro-environnement dans la société européenne. Et 2019-2023, l'Union européenne qui réagit en disant oui, effectivement, il faut y répondre. Et là, on est rentré dans une nouvelle phase où on est plutôt dans une phase de retour en arrière, de retour de bâton durant ces dernières années. Et là, je voulais vous montrer ça parce que vous voyez, je peux vous montrer en fait les deux coalitions possibles pour prendre des décisions au niveau européen sur les questions d'écologie. Il y a une coalition de construction et de progrès écologique qui est possible, qui va, le plus à gauche, c'est nous, les sociodémocrates, et le plus à droite, c'est le PPE, où on peut trouver sur certains sujets, par exemple, l'investissement dans la recherche pour mieux connaître les conséquences du dérèglement climatique. On peut trouver un compromis qui va de la social-démocratie européenne aux chrétiens démocrates. Mais il y a aussi une deuxième majorité qui est possible et qu'ils utilisent beaucoup, qui est une majorité qui va du PPE, le parti de droite, avec les 3 groupes d'extrême droite. Donc si vous prenez les 4 groupes les plus à droite, donc le PPE chez nous, ça va être... c'est Jacques Chirac, fondamentalement. Donc il y a Jacques Chirac, Laurent Wauquiez, Retailleau, en termes de diversité de points de vue au sein de la droite européenne. Et après, il y a 3 groupes d'extrême droite. Donc selon que vous préférez Marion Maréchal-Le Pen, Jordan Bardella ou Éric Zemmour, vous avez ces 3 colorations-là qui sont représentées au sein du Parlement européen. Et lorsqu'il y a une alliance entre ces 4 groupes-là, ça fait une majorité très fine, de à peine 15 voix sur 720, mais une majorité quand même. Et sur plusieurs dossiers liés à la transition écologique, ils ont fait le choix d'utiliser cette majorité-là. Alors évidemment, quand vous devez trouver un accord avec Éric Zemmour ou Jordan Bardella, c'est pas un accord de progrès écologique. Très clairement, ils sont très très clairs sur l'option politique qu'ils proposent, qui est une option de démantèlement du pacte vert européen. Le pacte vert, c'est en fait la grande politique écologique européenne. Jordan Bardella répète à peu près tous les mois qu'il faut le démanteler, le suspendre ou le supprimer. Et voilà. C'est le projet politique qu'il porte et qui a au moins le mérite d'être cohérent, puisque quand on considère que Vladimir Poutine est un héros, vouloir continuer à acheter du pétrole et du gaz russe, ça a au moins le mérite de la cohérence, pour le dire comme ça. Et donc ça, c'est vraiment la situation politique dans laquelle on est, où en fait, la droite européenne peut choisir. Est-ce qu'ils choisissent une majorité de construction européenne ou une majorité de destruction ? Et quand ils choisissent la majorité de destruction, c'est notamment le démantèlement des quelques avancées écologiques qu'on a obtenues qui est à l'œuvre en ce moment. Voilà. Merci. Pour ne pas finir sur une note négative, voilà, il va y avoir des échanges avec la salle. Vous pourrez poser des questions avec, on espère, un peu plus d'espoir. Mais peut-être la prochaine bataille pour toi sur le sujet de l'environnement au niveau européen, qu'est-ce que c'est en priorité ? Alors je vous ai dit que j'avais passé un peu de temps dans l'armée, donc ça a forcément façonné la manière dont je pense quand je dois vivre dans un environnement hostile, comme peut être le milieu politique parfois. Mais en vrai, je pense militaire, mais si vous pensez football ou rugby, ça marche aussi. Faut l'offensive et la défensive. La plupart des combats qu'on mène en ce moment, c'est comment est-ce qu'on défend la situation... je reformulais ça. Comment est-ce qu'on défend les progrès écologiques qui ont réussi à être obtenus malgré tout au cours des dernières années ? Comment est-ce qu'on évite un retour en arrière ? Comment est-ce qu'on évite à cette coalition de droite et d'extrême droite de tout démanteler ? Moi, le dossier sur lequel je m'investis en priorité, c'est celui de la sécurité énergétique. Parce que droite et extrême droite, ils peuvent trouver un accord contre l'écologie, mais ils ne peuvent pas trouver un accord sur Vladimir Poutine. Parce que quand vous êtes Jordan Bardella et que vous voyez Vladimir Poutine, vous voyez votre modèle politique et aussi votre banquier qui vous fait des prêts que vous n'avez pas besoin de rembourser, ce qui est intéressant. Mais pour rester dans l'extrême droite européenne, si vous êtes de l'extrême droite finlandaise ou de l'extrême droite polonaise, quand vous pensez à Poutine, vous pensez à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un criminel de guerre qui a, entre autres choses, kidnappé 20 000 enfants ukrainiens.
Depuis le début de 2022, Vladimir Poutine a kidnappé 20 000 enfants ukrainiens. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à s'échapper des goulags de Poutine. J'en ai rencontré un quand j'étais en Ukraine fin février, il s'appelle Vlad. Il a passé plus d'1 an et demi dans les camps russes. Il a été kidnappé à Kherson, une ville ukrainienne, fin 2022, juste avant que la ville soit libérée par les Ukrainiens. Donc quand l'armée russe se retirait, ils ont raflé, il n'y a pas d'autre mot, des jeunes hommes de 16 ans. Pourquoi, à votre avis, ils raflent des jeunes hommes de 16 ans? Voilà, pour en faire de la chair à canon, très clairement. Donc ça, l'extrême droite française refuse de le voir, mais même l'extrême droite finlandaise et polonaise sait que ça, c'est le projet que Poutine a pour eux. Poutine, s'il rafle pas aujourd'hui des enfants polonais, c'est parce que son armée n'est pas encore en Pologne. Hein. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de le faire. Et donc du coup, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de dire, mais en fait, que vous soyez pour ou contre l'écologie, à la limite, on s'en fout. Je veux dire, les éoliennes, la rénovation des bâtiments, le passage à la mobilité électrique, c'est bon pour le climat, et c'est bon pour notre économie, et c'est essentiel pour notre sécurité. Il y a une expression chinoise, c'est qu'importe la couleur du chat tant qu'il attrape des souris. Bah, moi, je suis un peu dans cette approche-là. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'à la fin des fins, on adopte des bonnes lois. Que les gens soient motivés par l'écologie, ou par la sécurité, ou par l'économie, ou comme moi, les trois à la fois, à la limite, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est vraiment les lois qui sont réellement appliquées. Merci. Il nous reste un peu de temps pour les questions de la salle. N'hésitez pas à lever la main. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention et d'avoir accepté un très jeune public ce soir. Je me présente donc, je m'occupe des affaires européennes pour Quand la mer. Pour rebondir sur votre vos dernières phrases, sur les questions électriques, comment vous voyez justement les rapports avec la Chine pour les terres rares et tout ce qui est batterie? Merci. Alors là, c'est un des sujets où on travaille très très bien entre familles politiques pro-européennes. Qu'on soit sociodémocrate, écologiste, centriste ou de droite pro-européenne, on a trouvé un accord pour avoir une politique globale sur ça. Le seul élément qu'on n'a pas, je vais commencer par ça, c'est la sobriété, malheureusement. Ça, c'est une bataille que nous on mène, mais on ne va pas se mentir, on ne l'a pas encore gagnée. Mais les autres éléments de la chaîne, eux, par contre, on les a déjà. Le premier élément, c'est déjà d'être capable d'extraire une partie des matériaux dont on a besoin. Sur les batteries, on parle souvent du cobalt. On a besoin de cobalt en fait que pour une technologie de batterie. Hein. Le NMC, c'est cobalt. Mais par exemple, la plupart des voitures électriques chinoises qu'on trouve maintenant chez nous n'utilisent pas de batterie au cobalt, parce qu'on a des technologies, notamment le LFP, lithium fer phosphate, qui n'a pas besoin de ça. Le vrai métal dont on a besoin absolument pour les batteries, c'est le lithium. Le lithium, ce qui est intéressant, c'est que déjà, pour le dire comme ça, 80% du lithium mondial est produit en démocratie. Le premier producteur mondial de lithium, c'est l'Australie. Le deuxième, c'est le Chili. Là, on a les plus grandes réserves ensuite, c'est en Bolivie, en Argentine. Et du lithium, on en a aussi chez nous. Moi, je vais échanger mardi soir là, avec les militants de Place Publique dans l'Allier, ce département dans le centre-ouest de la France, autour du projet de mine qu'il y a là-bas dans l'Allier. Ce projet-là, dont je ne sais pas encore si c'est une bonne idée de le faire, on n'a pas encore le résultat de l'étude d'impact environnemental, mais on en discute déjà. Si ce projet-là venait à voir le jour, à lui seul, il produirait entre un tiers et la moitié du lithium dont on aurait besoin pour la fabrication de voitures électriques en France. Donc on a des ressources, il faut qu'on ait des discussions sérieuses, on ne va pas se mentir, on aura besoin de rouvrir des mines en Europe, très clairement. Après, il faut voir au cas par cas comment est-ce qu'on choisit entre d'un côté l'impact positif en termes d'environnement mondial de l'extraction de lithium qui est nécessaire pour passer à l'électrique, et les impacts forcément négatifs au niveau local, puisque la mine 100% propre, ça n'existe pas. Il y a toujours des impacts environnementaux négatifs, et là après, il faut vraiment voir au cas par cas. Mais clairement, l'orientation là, c'est de
d'ouvrir des mines en Europe et de le faire de la manière la plus écologique et sociale possible. Ensuite, cette matière première, il faut la raffiner. Là aussi, il y a des projets de raffinage, il y en a une quinzaine qui ont été soutenus là, par la Commission européenne récemment, de manière à pouvoir raffiner en Europe du lithium, à la fois du lithium qu'on aura extrait en Europe, mais aussi du lithium qu'on aura importé du Chili ou de l'Australie. Une fois que ce lithium est raffiné, il faut qu'on soit capable de le transformer en cellules de batterie. Et c'est tous les projets qui sont d'ailleurs soutenus par l'Union européenne, notamment dans le nord de la France, à Douai, Douvrin et Dunkerque, dans le Pas-de-Calais. Il y a 3 grands projets de giga-usines de production de batteries. Et c'est un élément essentiel pour qu'on puisse produire des batteries chez nous. Et à la fin, donc ces batteries-là vont être utilisées. Avec une batterie, vous pouvez faire entre 200 000 et 600 000 km dans votre voiture. Donc, voilà. Et après ça, on peut toujours utiliser la batterie pour faire du stockage d'électricité stationnaire. Et on prévoit déjà la fin de vie de ces batteries, de manière à ce qu'on puisse recycler ces batteries-là en Europe. Recycler les batteries, on sait faire ça très bien. Hein. On enlève la batterie de la voiture, on la broie. À la fin, après ça, on arrive à une poudre noire qu'on appelle techniquement la masse noire, qui contient du lithium, mais aussi d'autres métaux critiques. Et on a différents types de technologies qui permettent, différents types de procédés, qui permettent d'extraire 90 à 95%, par exemple, du lithium contenu dans la batterie. Pour l'instant, on ne le fait pas trop en Europe. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Déjà, il ne vous aura pas échappé qu'on n'a pas beaucoup de batteries à recycler parce qu'on n'a pas beaucoup de voitures électriques qui arrivent en fin de vie. Aujourd'hui, les batteries des voitures électriques qui sont recyclées, souvent, c'est des voitures qui ont eu un accident de la route. Donc du coup, on enlève la batterie pour des raisons de sécurité puisque la voiture a été détruite. Mais même là, aujourd'hui, une grande partie des batteries qu'on a en Europe et qui sont en fin de vie, elles sont exportées en Chine pour être recyclées en Chine, alors qu'elles pourraient très bien être recyclées en Europe. Et je parlais début mars avec 2 Allemands, un directeur le PDG d'une entreprise allemande qui recycle des batteries et qui me dit « j'arrive pas à faire venir des batteries françaises en Allemagne, c'est plus facile pour les Chinois de faire venir des batteries françaises en Chine que des batteries françaises en Allemagne. » Il y a un petit enjeu réglementaire là qu'on est en train de voir, et on est en train de voir avec la 2e personne allemande avec qui je parlais à ce moment-là, qui est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui sur ce sujet s'est vraiment engagée de manière à ce qu'on arrête d'exporter nos batteries en Chine et qu'on puisse le plus possible les recycler en Europe. Donc là, sur ce sujet-là, il y a pour le coup une vraie coopération entre les différentes familles politiques pro-européennes et on avance réellement dans la bonne direction parce qu'il y a une vraie compréhension sur ça du fait qu'il y a un intérêt environnemental, évidemment, mais il y a aussi cet intérêt économique, puisque le recyclage des batteries, ça crée de l'emploi chez nous, et cet intérêt sécuritaire, puisque recycler des batteries chez nous, ça nous évite justement d'être trop dépendants d'une Chine dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire dans les années à venir. D'autres questions ? Oui, à propos du pétrole, je voudrais savoir si on est toujours condamné à avoir du pétrole, à extraire du pétrole et à le raffiner, compte tenu qu'on a toujours besoin de produits dérivés, le plastique, etc. Donc si je me trompe pas, quand on raffine du pétrole, c'est toujours les mêmes produits qui sortent, hein, les mêmes quantités d'essence, etc. Donc quand on n'aura plus besoin d'essence, de gasoil, de butane peut-être, etc., on aura toujours besoin de produits dérivés de base pour pouvoir produire des éléments comme le plastique, etc. Et les techniques ne sont pas très évoluées pour remplacer tous ces produits-là. Donc est-ce qu'on est condamné à continuer à extraire du pétrole, même si toutes les voitures sont électriques? Alors, on peut vivre sans pétrole. Une autre question, excusez-moi. Quid des taxes sur les produits pétroliers, c'est-à-dire sur l'essence et tout, quand on aura des voitures électriques? Comment compenser la perte des taxes sur les carburants? Donc, on peut tout à fait vivre sans pétrole. Hein. On sait déjà qu'on peut remplacer le pétrole dans la consommation d'énergie. Mon père, il se chauffe aujourd'hui avec du fluide domestique. Il pourrait chauffer demain avec une pompe à chaleur, il n'y a pas de problème. Et sur la mobilité terrestre et maritime,
on a l'électricité et l'hydrogène, on a quelques enjeux sur l'aviation, mais votre question portait notamment sur la pétrochimie. Comment est-ce qu'on utilise le pétrole qui est utilisé comme matière première, par exemple, pour faire du plastique et d'autres types de produits. Là-dessus, c'est très simple, on sait faire ce qu'on appelle du pétrole de synthèse. Vous avez peut-être entendu parler de ça sous le terme de e-fuels ou de électrocarburants. C'est très simple, c'est comme ça que, enfin c'est pas exactement comme ça que les Allemands faisaient du pétrole en 1944, mais c'est un peu la même logique. On fait du pétrole de synthèse à partir d'autres choses. Alors on peut le faire comme faisaient les Allemands en 1944 avec du charbon, mais on peut aussi faire ça de manière un peu plus intelligente. Donc l'idée c'est, enfin comment est-ce qu'on peut faire ça, c'est très simple. Il nous faut beaucoup d'électricité, de manière à ce qu'on puisse faire de l'hydrogène, donc la molécule H2. Il faut qu'on soit capable de capter du carbone quelque part. On peut par exemple le capter de l'air. Il y a 0,4% de CO2 dans l'air, on peut tout à fait le capter, c'est déjà fait en Islande. Et après vous avez du carbone et de l'hydrogène, et vous avez un procédé chimique de manière à créer la molécule que vous voulez. Et donc c'est comme ça qu'on fait par exemple du pétrole de synthèse. J'ai échangé il y a 6 semaines avec des chercheurs du CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Ils ont tout un secteur de recherche là-dessus. Et vraiment, les enjeux aujourd'hui ne sont plus des enjeux de recherche au sens fondamental du terme. C'est des enjeux de passage à l'échelle industrielle. Mais pour qu'il y ait un passage à l'échelle industrielle, il faut qu'il y ait un intérêt économique de le faire. Et c'est pour ça notamment qu'au niveau européen, on a adopté un règlement qui oblige les aviateurs, donc Air France et compagnie, à utiliser une partie de pétrole de synthèse, de kérosène de synthèse pour être précis, dans le carburant qu'ils utilisent, de manière en fait à créer un marché pour ça. C'est particulièrement intéressant pour nous en Normandie, notamment pour toute la vallée de la Seine, qui est une vallée très industrielle, et parce qu'aujourd'hui, le pétrole qui est utilisé par les aéroports à Paris, il est raffiné au Havre. Donc on a déjà en fait l'infrastructure qui relie le Havre à Paris. Donc on peut tout à fait l'utiliser pour exporter non pas du pétrole fossile raffiné, mais du pétrole de synthèse qui peut être tout à fait créé au Havre en utilisant les ressources qu'on a en Normandie, puisqu'on a à la fois, on a beaucoup d'électricité décarbonée en Normandie, à la fois avec le nucléaire historique du côté de Penly près du Havre, mais aussi et surtout grâce aux énergies renouvelables et notamment les éoliennes en mer qui sont en train d'être développées au large de la Normandie, y compris au large du Havre. Et après, sur la question de la taxation, alors déjà, si ça peut vous rassurer, on continue à consommer plein de pétrole et la consommation de pétrole ne baisse pas très vite. Donc ce n'est pas un problème pour le budget l'année prochaine. Mais effectivement, dans 30 ans, si on vit dans un monde sans pétrole, on vivra aussi dans un monde sans taxe sur le pétrole, bien évidemment. Alors, bon, déjà, moi, l'économie dans 30 ans, je ne la connais pas. Hein. Il y a 30 ans, personne n'avait un iPhone dans la main, l'économie du numérique n'existait pas, Facebook n'existait pas. Donc je pense qu'il y aura plein de nouvelles activités économiques à taxer dans 30 ans, très clairement. Et dans tous les cas, s'il y a des gens, s'il y a besoin de taxer un peu plus de personnes, les gens qui ont suffisamment d'argent pour s'offrir 11 minutes dans l'espace, peut-être que c'est eux qu'il faut taxer en premier. Voilà. Vu qu'on me demande un bis sur ça, juste pour que vous sachiez, on ne sait pas combien ces gens-là payent. Hein. Le prix n'est pas connu. Par contre, il faut verser un acompte. Et l'acompte, il est de 125 000 $. Donc on est sur des gens qui ont les moyens de verser 125 000 $ d'acompte. Il y a un type qui est parti la première fois dans ce truc-là. Lui, il a dit combien il avait payé. Il avait payé 28 millions €. 28 millions € pour 11 minutes. Je n'ai pas fait le ratio, hein, mais voilà. Donc je pense qu'il y a des gens qu'on peut taxer là-dessus si jamais il y a des trous dans le budget accru. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Je vais faire un peu de sport. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient poser une question? Comme ça, on peut les prendre peut-être rapidement tout d'un coup. Je voulais juste savoir, okay. Ouais. Tu as parlé de production d'énergie en Normandie. Il y a un domaine où la Normandie pourrait faire beaucoup, c'est l'hydrolien. L'hydrolien qui n'est pas soutenu par la région, très peu. Et on est en mesure de produire des hydroliennes sur le Cotentin et aussi d'avoir les meilleurs courants pour pouvoir produire cette énergie. À suivre.
Il y a déjà des politiques environnementales au niveau européen, avec par exemple la directive cadre sur l'eau, avec des objectifs à atteindre en 2027 par exemple, qu'on ne va pas atteindre du tout, qui ont déjà été reportés, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, il va y avoir une sanction, ou est-ce que ça peut être complètement remis en question et de nouveau enterré? Parce que là... est-ce qu'on peut avoir un espoir que ça fasse bouger les choses, ce genre de délai Est-ce qu'il y aura réellement une application de ça? Bonsoir. Je m'excuse, je voulais poser 2 questions. Donc, je les pose, mais en synthétique. La première, qui correspond à l'évolution que tu as décrite en ce qui concerne la droitisation du groupe PPE, notamment sur ces questions environnementales et énergétiques. Est-ce qu'on observe, est-ce qu'on peut sentir une évolution du côté du groupe Renew? Je donne le contexte un peu de ma question, qui est qu'à l'époque où moi je vivais à Bruxelles, j'avais jamais entendu parler du groupe ALDE. À l'époque, le groupe Renew s'appelait ALDE. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un vote dans lequel le groupe ALDE se serait opposé frontalement au PPE. Donc évidemment, c'est une perspective, mais est-ce qu'on sent peut-être un frémissement au sein de ce groupe qui héberge notamment des gens comme Pascal Canfin? Et la dernière question, qui est évidemment très vaste, c'est quel regard on peut porter sur le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je sais que c'est un bébé très jeune, donc évidemment on manque de recul, mais est-ce qu'on a peut-être quelques pistes sur cet instrument? Bonsoir, moi j'avais une question sur comment vous voyez un peu la position de la Commission et de l'Union européenne sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle, qui s'annoncent quand même une des plus grosses révolutions avec des promesses incroyables et puis des défis notamment sur la consommation énergétique aussi qui sont loin d'être anodins. Merci beaucoup. Je vais commencer par ça. Quand des gens nous parlent du numérique et de l'intelligence artificielle, parfois ils disent que c'est l'économie immatérielle ou dématérialisée. Et moi, ça m'a toujours fait rire. Je me suis dit, c'est toujours des gens qui n'ont jamais visité un centre de données de leur vie, quoi. Parce que pour le coup, c'est très très matériel. Et au-delà du matériel, ça demande effectivement des consommations énergétiques pour le refroidissement, notamment, qui sont considérables. On est vraiment au tout début de la réflexion européenne sur ce sujet-là, à plein de niveaux. Au niveau de la réglementation de l'intelligence artificielle, pour l'instant, tout est mené en fonction de notre vision de Trump, parce qu'il ne nous aura pas échappé que Trump est quand même conseillé, pour le dire comme ça, par Elon Musk, a 2-3 intérêts là-dessus. Et pour l'instant, la Commission européenne ne souhaite pas agir, mais c'est vraiment mené dans l'idée de oui, mais en fait, si on agit là-dessus, ça va fâcher Trump. Je pense que si jamais on a peur de fâcher Trump, on va pas faire grand-chose de notre vie, puisqu'il semble être offusqué de très peu de choses. Sur le volet spécifique de la consommation d'électricité par le secteur de l'intelligence artificielle, c'était un des sujets dont on a parlé hier avec l'Agence internationale de l'énergie qui vient de publier un rapport sur ce volet-là, pour voir comment est-ce qu'on peut limiter la consommation d'électricité de ce secteur-là. Mais vraiment, on est au tout début de la prise en compte politique de cette dimension-ci. Et moi, ce que j'essaye de faire au Parlement européen, c'est de faire venir des chercheurs pour parler de ça. Notamment parce qu'il y a plein de gens de droite qui ne sont pas encore sensibilisés au sujet et qui vont écouter des chercheurs qui viennent avec de la donnée sur ça. Sur la question je vais la reformuler, mais en gros, est-ce que les centristes se droitisent sur la question environnementale ? Certains, oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de quelqu'un comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2017, il disait, je le cite parce qu'il disait en anglais, je vais le faire avec son accent, « Make our planet great again ». Vous voyez, il y a le slogan de Trump, « Make America great again ». Et Macron disait en 2017, voilà, rendons la grandeur à notre planète. Donc la position de Macron en 2017, c'était ça. C'était le moment où il nomme numéro 2, je crois, du gouvernement à l'époque,
Nicolas Hulot, qui à l'époque était connu avant tout pour son action pour l'environnement. Donc il y avait cette période-là. Emmanuel Macron, en 2023, il veut faire des annonces sur des questions environnementales européennes. Le hasard fait que, pour la première fois de ma vie, j'ai été invité en tant que chercheur par le Palais de l'Élysée. Ils m'ont dit Emmanuel Macron va faire un discours, vous êtes invité, vous avez le droit d'y aller. Puis moi je fais oh, chouette et tout. Ma copine me dit maintenant il va pas, il va arriver en retard, etc., etc. Je fais ouais, mais j'ai jamais visité le Palais de l'Élysée. Au moins je verrai les dorures de la République payées par mes impôts. Donc j'arrive là, il était effectivement en retard d'1 heure, et il fait un discours, et en fait je prenais des notes pour mes collègues chercheurs, et il y a un moment en fait où j'arrête de prendre des notes. C'est le moment où il dit qu'il faut une pause réglementaire sur la question environnementale. Donc en 2023, vous voyez qu'en 6 ans on est passé de rendons la grandeur à notre planète à il est surtout urgent de ne pas faire grand chose et de faire une pause, mais pour être tout à fait complet, sa position était de dire sur la réglementation, on fait une pause, mais sur l'investissement, on accélère. C'était sa position en 2023. Et là, sa position en janvier 2025, c'est de dire désormais, il faut une pause réglementaire massive qui inclut des démantèlements. Bon. Alors que sur l'investissement, il ne dit plus rien et qu'on n'a pas eu d'avancée en fait, depuis 2 ans. Alors, si vous me permettez la blague là-dessus, le concept de pause, il est intéressant. Si moi, ma copine me dit « Écoute Thomas, ça ne fonctionne pas trop entre nous. Il faut faire une pause. » Qu'au bout de 2 ans, on est toujours en pause, et qu'elle me dit « Maintenant, il faut une pause massive », il y a un moment où il faut que j'accepte le fait que je me suis fait larguer, quoi. Et c'est un peu ça l'évolution d'Emmanuel Macron sur ça. On est passé de quelqu'un qui avait un discours vraiment ambitieux sur l'écologie, qui faisait des choses en 2017, 2018, 2019, à quelqu'un qui en 2023 est, disons, passé du côté du neutre sur ça, et quelqu'un qui là, enfin là, on va pas se mentir, hein, la France d'Emmanuel Macron aujourd'hui défend la déréglementation des obligations environnementales sur les banques et sur le monde de la finance. De revenir en arrière sur ce que Emmanuel Macron lui-même avait accepté il y a 2 ans. Donc lui, il a cette trajectoire-là. Mais dans le même temps, il y a d'autres centristes qui n'ont pas la même trajectoire. Déjà parce qu'il y a un renouvellement générationnel. Et du coup, les centristes espagnols, par exemple, ou portugais, qui arrivent et qui ont à peu près mon âge, sont déjà beaucoup plus préoccupés de la question climatique que les gens plus âgés qu'ils ont remplacés. Je dis ça parce que ce débat-là, on l'a à l'intérieur de toutes les familles politiques européennes. Enfin, à part les écolos, où il y a un consensus sur ça depuis le début, il y a des débats en interne. La social-démocratie européenne, clairement, c'est Verdi, même s'il y a encore quelques personnes qui sont un peu réticentes sur ça, qui pensent qu'il faut construire des autoroutes, etc. etc. Et c'est pareil chez les centristes, et c'est pareil chez la droite. L'autre groupe aussi qui est uni sur ça, c'est l'extrême droite, évidemment, qui est uni dans l'idée que la protection de l'environnement n'est pas quelque chose qu'il faut prioriser. Ok. Je vais lier... Donc, le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières, vous le connaissez sous le nom de taxe carbone aux frontières. L'idée est très simple. Si on apporte de l'acier de Chine, et que vu que nous, nos producteurs d'acier, on leur fait payer une taxe carbone, il faut que l'acier chinois paye aussi une taxe carbone. Le débat qu'on a actuellement sur ça, c'est le même en fait, débat qu'on a sur la directive sur la protection de l'eau, et en fait, plus généralement, sur toute la législation environnementale. Est-ce qu'on met en œuvre ce qu'on a adopté, ou deuxième option, on dit qu'on met en œuvre mais il n'y a pas de sanction, ou juste on ne met pas en œuvre. Pour l'instant, il n'y a pas de majorité claire sur ça. Nous, on est toujours du côté, nous sociodémocrates européens, on est toujours du côté de la parole politique, elle est importante. Ce qu'on a dit, on le fait, et ce qu'on a le fait, on le met en œuvre. Et pour le mettre en œuvre réellement, oui, il faut des sanctions, bien évidemment. On arrive à avoir une majorité, typiquement sur la taxe carbone aux frontières. J'ai bon espoir qu'on arrive à avoir une majorité sur ça dans les mois à venir, avec les libéraux démocrates, donc les centristes, et avec les chrétiens démocrates, la droite modérée européenne. Sur d'autres sujets, typiquement sur la préservation de la réglementation sur l'eau, sur la protection de la biodiversité, je suis très inquiet. Parce qu'il y a cette nouvelle majorité droite-extrême droite,
où ils peuvent faire sans nous. Enfin, c'est quand même un monde dans lequel, faut s'imaginer un monde, pour parler en politique française des années 90, de manière, parce que j'ai pas envie d'être accusé de faire la politique politicienne, mais c'est un peu comme si, en 1990, Jacques Chirac disait « Je préfère Jean-Marie Le Pen à François Bayrou ». Quoi. C'est ça la situation politique dans laquelle on est. C'est où des gens qui, historiquement, viennent de la droite modérée, sur l'écologie, préfèrent s'allier avec l'extrême droite que s'allier avec des centristes. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Moi, je me bats pour casser vraiment cette coalition-là, parce que c'est une coalition qui ne peut que détruire l'Union européenne. À partir du moment où vous avez Éric Zemmour et Jordan Bardella dans la coalition, vous êtes forcément sur un truc de destruction de l'Union européenne ou de retour en arrière. Ce pas des gens qui veulent construire, très clairement. Et pour finir sur l'hydrolien, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, j'aurais dû. J'étais à Cherbourg justement pour voir Flowatt, et j'en ai parlé pas plus tard que mardi à mon déjeuner avec Hervé Morin. Et du coup, je vais vous raconter ce que m'a dit Hervé Morin, et il a raison sur ça. Donc, autre exemple de coopération intelligente entre acteurs pro-européens. L'industrie, en Normandie, on a un vrai potentiel sur l'hydrolien. Donc l'hydrolien, c'est utiliser avant tout la force des courants marins pour produire de l'électricité. Alors si vous faites ça de manière un peu basique, vous mettez une éolienne dans l'eau, mais il y a des manières plus intelligentes de faire ça. On a 2 grands projets en Normandie et un potentiel de 4 gigawatts. 4 gigawatts, c'est en gros 4 réacteurs nucléaires, pour le dire de manière simple. Donc c'est quand même très important. L'État français avait complètement délaissé la filière des hydroliennes. Et la filière des hydroliennes est en train de mourir, selon moi et selon Hervé Morin. La région a essayé d'agir là-dessus, mais la région, c'est pas trop sa compétence. On a travaillé avec l'Union européenne, et l'Union européenne a débloqué des dizaines de millions d'euros pour financer des projets de recherche, d'innovation et de prototypes qui ont été mis en place à Cherbourg. Et parce qu'il y a eu ce travail de l'Union européenne, la France d'aujourd'hui est en train de réaliser qu'en fait, c'est quand même un atout pour le pays. Et on est en train d'arriver à faire en sorte que l'État redevienne un acteur positif sur cette question de la filière des énergies marines et de l'hydrolien en particulier. Donc là aussi, pour le coup, sur l'hydrolien, j'ai vraiment de très bons espoirs parce qu'on revient sur ce triptyque protection de l'environnement, développement économique et sécurité énergétique. Et sur l'hydrolien, on a suffisamment d'acteurs à gauche comme à droite qui commencent à comprendre ça pour qu'on puisse bien aligner les choses. Mais pour être très clair, et là je peux le dire avec certitude, c'est l'Union européenne qui a sauvé la filière hydrolienne française. Ça c'est clair et net. Si l'Union européenne n'avait pas été là, cette filière serait morte entre 2019 et 2023. Merci Thomas pour toutes ces explications. Merci au public de sa présence. Vous pouvez suivre bien sûr Monsieur le député sur les réseaux sociaux ainsi que Confrontation Europe et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée.